L'Algérie. Je l'ai découverte grâce à ma tante Christelle. En 1963, elle est partie s'installer à Alger-la-Blanche, par amour pour un jeune Kabyle qu'elle venait d'épouser. C'est elle qui m'a parlé de ces quelques dizaines de milliers de Français qui, après l'indépendance, ont convergé vers Alger, avec le désir de construire l'État algérien. Ils sont à contre-courant. Alors que les pieds noirs meurtris quittent le pays à regret, eux s'engagent avec allégresse pour l'Algérie nouvelle. Ils placent leurs espoirs dans une société plus solidaire et fraternelle. Indépendance, tcha-tcha, tozuiye. Oti panza, tcha-tcha, tubakini. Otaberon, tcha-tcha, baganye. Oni panda, tcha-tcha, tozuiye. Tubakini. Indépendance, tcha-tcha, tozuiye. Oti panza, tcha-tcha, tubakini. Otaberon, tcha-tcha, baganye. Ah ben, celle-là aussi. À bas le culte de la personnalité, un seul héros, le peuple. Les premiers Français à s'être rendus dans l'Algérie indépendante, ce sont les Pieds Rouges. Ils ont été surnommés ainsi parce qu'ils étaient militants de gauche, tiers-mondistes, anticolonialistes. Ça, c'est en Algérie. Durant la guerre d'Algérie, certains ont soutenu le FLN en France, comme Jean-Marie Boéglin, ancien résistant et homme de théâtre. En 1958, il crée un réseau FLN à Lyon. Condamné, il s'exile avec l'aide de Malraux au Maroc, d'où il s'occupe de la communication du FLN. On était contents de faire ces affiches. Et puis, elles ont été affichées dans dans tout l'Ouest. La révolution, pas de progrès sans instruction pour vaincre l'ignorance. C'est tout de même un slogan auquel on ne pouvait qu'adhérer. Le jeune homme que j'étais, je trouvais ça formidable. On y croyait. 90% d'analphabètes en Algérie. Analphabétisme égale mal colonialiste. Alphabétisation égale remède révolutionnaire. On trouvait des phrases comme ça, j'étais... Ah ben voilà, on se sentait bolchevique. Bon, et voilà. Tout ça, ça m'émeut assez. Bien. Son engagement au sein du FLN, Jean-Marie le doit à une prise de conscience, en 1957, à Grenoble. Parmi les étudiants, j'avais Kader. Et lors d'un passage, je demande où est passé Kader, jeune général. On me dit qu'il a disparu. Je dis comment il a quitté ses études. On me dit non, il a été arrêté parce qu'il participait à un mouvement national. Je dis on va essayer de... Et là-dessus, un de ses meilleurs camarades me dit malheureusement, il est mort. Je dis comment il est mort sous la torture, rue Vauban, dans les locaux de la police. Ça a été un vrai choc. Et là-dessus, je me suis dit, j'aurais dit, il n'y a pas de problème. C'est ce mouvement auquel il appartient, moi j'y adhère. Et si vous avez besoin de moi, je peux rendre service. Et c'est comme ça que j'ai été embarqué. Je suis là, où je crois qu'on a besoin de moi, si vous voulez aller par là. Et où je me suis engagée. Je me suis engagée près des Algériens, pas parce qu'ils étaient Algériens. Je me suis engagée près des Algériens parce que je les opprimais. Alors, je ne voulais plus les opprimer, alors je voulais les aider à ne plus être opprimés par moi. Enfin, par moi, je m'entends. Donc, mais à vrai dire, ils auraient pu être avant des Indochinois, mais ils étaient très loin. Ou bien ils auraient pu être, après tout, finlandais, mais ça aurait été la même chose pour moi. Je n'ai pas choisi qu'ils soient algériens. Je n'ai pas choisi l'Algérie. C'est en quelque sorte l'Algérie d'une certaine façon qui m'a choisi. Voilà. Annette, elle aussi a été résistante en 1942-45. Elle aussi a apporté son soutien au FLN
et a été pour cela condamné à 10 ans de prison. La brillante neurophysiologue se sépare de sa famille et s'exile vers la Tunisie qui a obtenu en 1956 son indépendance, tout comme le Maroc. Là, Annette soigne les combattants algériens. À la veille de l'indépendance, elle est toujours en Tunisie. Jean-Marie, lui, est au Maroc. Il passe les frontières parmi les convois de réfugiés et pénètre en Algérie. Donc j'ai traversé, comme tout le monde, la frontière à ce moment-là. Et j'ai eu un choc effectivement émotionnel extrêmement fort. D'autant que j'ai eu une impression assez terrible qui était que... Vous vous souvenez probablement du film Nuit et brouillard. Et je ne sais pas, c'est Mirador et cette ambiance m'a donné cette impression qu'on était vraiment, que tout un pays avait été un camp de concentration. Évidemment, c'est un petit peu exagéré, mais j'ai eu cette sensation très forte de quelque chose qui m'a énormément marqué. Le 5 juillet 1962, l'indépendance de l'Algérie est proclamée, après 132 ans de colonisation. Drapeau, fierté, panache. Pour les Algériens, un monde nouveau se lève. Tout le monde était dans la rue, les femmes sans voile, etc. Relevaient leurs jupes, embrassaient les gens avec le mari qui était content. Et vraiment, moi j'avais vécu la libération, notamment de Marseille, c'était la même chose. Peut-être encore plus que ce que j'avais vu à la libération à Marseille. Une euphorie extraordinaire. On était sur un petit nuage. Formidable, l'Algérie est indépendante. Mais c'est là les premiers grincements, les premières choses qui auraient dû, si j'avais été moins enthousiaste, moins pulsionnel, moins ce que vous voulez, j'aurais dû un peu me méfier, parce que je rencontrais des copains que j'avais pas vus depuis longtemps. Alors, t'es où? Et je disais, moi je suis à l'hôtel Albert Ier. Et puis une des premières fois qu'on était à l'hôtel Albert Ier, on sort sur le balcon, rafale de mitraillettes. Alors on s'inquiète quand même. On est tout de même c'est l'indépendance, mais d'où viennent... c'était déjà les premiers règlements de compte. La fête finie, les Pieds Rouges vivent l'atmosphère électrique de l'été 62. Fusillades, règlements de compte, enlèvements, disparitions. Les luttes de pouvoir entre les chefs historiques du FLN sont âpres. Ferhat Abbas, Ben Youssef Ben Khedda, Mohamed Kider, Ahmed Ben Bella s'entredéchirent. Le 3 août, le gouvernement provisoire se disloque. Crise économique, chômage, chaos administratif. Le peuple sort dans la rue et crie « 7 ans de guerre, ça suffit ». Les dirigeants sont indignes de la confiance du peuple. Puis-je redire, il nous faut des hommes nouveaux. Finalement, Ben Bella parvient à s'imposer grâce à l'appui de l'armée des frontières. Les troupes du colonel Boumedienne occupent Constantine, puis entrent dans Alger. Et le 25 septembre, Ben Bella devient le président du Conseil des ministres. Ben Bella, quand je l'ai rencontré, j'ai dit « Enfin, un politique algérien comme j'en souhaitais ». La proximité de Ben Bella avec des gens de gauche, des trotskistes notamment, me rassurait d'une certaine façon. Et je pensais que, après aussi des discussions que j'avais eues évidemment avec lui, qu'il était peut-être capable de mettre sur pied une Algérie, en tout cas sociale, avec sans doute une économie qui irait plutôt vers un socialisme
déjà, je pensais déjà à la Yougoslave à l'époque. Voilà. Donc, au fond, mon sentiment était que pour l'Algérie, c'était le meilleur choix. Voilà. Il me semblait... c'était plus qu'un humaniste, c'était un utopiste. Voilà, il était rentré dans ce que j'appelle la classe des utopistes. Il pensait même à un moment supprimer les frontières du Maghreb. Non, tout ça était... On était en plein délire. C'était un délire utopique auquel je crois très fort quand même. Parce qu'il avait pas tort. Ben Bella au pouvoir, les Pieds Rouges sont récompensés des services rendus au FLN pendant la guerre. Annette est nommée au ministère de la Santé et Jean-Marie devient directeur technique du Théâtre national algérien. En avant pour la reconstruction, car tout est à construire. La colonisation, la guerre, l'OAS ont fait des ravages. Arbres calcinés par le napalm, villages détruits, population déplacée. On compte un médecin pour 300 000 habitants et 85% d'analphabètes. Il faut remettre en route le pays. Pour pallier aux besoins, l'Algérie lance des appels à toutes les bonnes volontés. De nombreux pays socialistes s'engagent, et la France aussi. Charles de Gaulle, soucieux de préserver les intérêts de son pays, exploitation du pétrole et essais nucléaires au Sahara, met en place la coopération culturelle et technique, comme cela avait été négocié lors des accords d'Évian. « 15 000 jeunes coopérants français vont traverser la Méditerranée pour apporter leurs compétences, réparer les dégâts. Ils vont s'investir avec loyauté et ardeur, sans faire de bruit, jusque dans les coins les plus reculés du pays. » Le couple Auriol incarne bien cette première vague flamboyante, qu'on a baptisée les Français de France ou les Amis de l'Algérie nouvelle. Elle est enseignante, lui est médecin. Paul arrive en Algérie en juin 1963 pour faire son service militaire, et Anne le rejoindra un peu plus tard. Il fallait que j'aille en Algérie. Ma vie n'aurait pas eu de sens si je n'étais pas allé en Algérie. D'autant plus que j'étais complètement dégoûté par la France et ce qu'avait fait la France en Algérie. Ce n'était pas ma France, je ne voulais plus la voir et je partais pour ne jamais revenir. Ce qui est une illusion lyrique complètement absurde, etc., je le reconnais. Mais moi, je ne pensais pas, je partais parce que je ne voulais plus de cette France torsionnaire, coloniale, etc. Et donc j'allais là-bas, et ce n'est pas de la repentance, je n'étais pas responsable de ce qu'avait fait la France en Algérie. Je ne me sentais pas du tout responsable. Mais moi, j'étais de gauche, je me disais socialiste, pas SFIO qui avait fait la guerre d'Algérie, je me disais de gauche et j'allais là-bas dans un peuple frère, pour travailler avec un peuple frère, et donc pour être avec les Algériens qui voulaient construire une nouvelle Algérie sur de nouvelles bases et aider à cette chose-là, quoi. Un des premiers souvenirs d'Algérie, c'est quand on est monté à Notre-Dame d'Afrique, où on était 4 aspirants, etc., et où il y en a un qui a dit tout d'un coup « Ah, je comprends là, en voyant ce paysage, pourquoi les Pieds Noirs tenaient tant à rester en Algérie. » Et moi, je lui ai dit « Moi, je comprends, en voyant ce paysage, pourquoi les Algériens voulaient que ce soit leur pays. » Ça a terminé, on n'a plus parlé de politique après. Et la deuxième chose, c'est qu'on a visité ensemble la Casbah, en militaire, dans un pays complètement pacifié, où des militaires français pouvaient se balader dans la Casbah un an après l'indépendance, sans qu'il y ait le moindre trouble, le moindre... Ça, c'est quelque chose qui a étonné tout le monde. C'est que quand on est allé en Algérie, nous, en militaire ou en civil, on n'était plus le pays d'occupation. C'était fini. L'Algérie de 63 répond à l'élan vital de ces jeunes gens progressistes, trop à l'étroit dans la France conservatrice. Chacun goûte au bouillonnement d'idées et à la liberté d'action. Chacun a le sentiment qu'il est alors possible d'inventer une société, de transformer les manières d'enseigner, de soigner, de bâtir, de vivre ensemble.
Cette Algérie du lendemain de l'indépendance, c'était gai, c'était l'enthousiasme, probablement exagéré. Les relations étaient extrêmement faciles. C'était quelque chose qui méritait réellement d'être vécu. Quoi, voilà. Surtout les premiers mois, ont été des mois vraiment d'enthousiasme, que j'arriverais même à dire de délire. Voilà. Alors on avait un train, d'un Jeep propre, mais vraiment très... Je croyais aux années 20. On avait le train de la Jeep propre avec tous les meilleurs comédiens, les meilleurs chanteurs, et on faisait les villes, on arrêtait. C'était l'enthousiasme populaire. Jusqu'à ce fameux soir où il y avait cette chanson contre les harkis, et brutalement, un mouvement dans la salle, et une tête fraîchement coupée. Quand je dis fraîchement, parce qu'elle était pleine, arrive sur le plateau. Ça vous fait un froid quand même. Et on n'a pas arrêté la tournée, mais j'ai arrêté la chanson. Et c'est une chose qui me poursuit encore aujourd'hui dans mes cauchemars. Urbaniste, Charles Backofen arrive en janvier 63, appelé par son ami architecte Jean-Jacques Deluse. Il prend la responsabilité de l'agence du plan, rattachée au ministère des Travaux publics. La ville, la moutonnière. Même si ce n'était pas nous qui faisions la révolution, on pensait que d'aller donner un coup de main, de participer à tout ça, c'était une expérience de vie importante. Je savais que j'avais des responsabilités que je n'aurais pas eues en restant dans mon pays. Alors, il faut savoir d'abord que un Algérien n'avait pas le droit, pendant la période de la colonisation, de faire des études techniques. Donc, il n'y avait pas de cadre algérien disponible à l'indépendance. Ça, c'est un problème, ce qui fait que quand on a commencé à travailler, il y avait des Algériens avec nous, mais c'était dans des postes de dessinateurs, secrétariat. Donc, comme on avait une grande maquette d'Alger dans l'ensemble, il y avait un maquettiste qui l'entretenait. Mais dans les postes de conception et de responsabilité, on était seuls. En cette année 63, les amis de l'Algérie nouvelle assistent émerveillés à une multitude de campagnes nationales, socialistes, lancées par Ben Bella. Certains Français, aux côtés des Algériens, participent à la journée de l'arbre pour reboiser les montagnes, à la campagne des moissons ou à celle des labours. Et le peuple est au rendez-vous lorsqu'il est invité à donner ses bijoux pour un fonds national de solidarité. Le 31 mars 63, le gouvernement nationalise les grands domaines des colons et les place sous gestion ouvrière. Le chantier de la santé publique fait également partie des priorités du gouvernement. On m'a confié l'enseignement médical faculté et l'enseignement paramédical. Donc il a fallu faire un travail gigantesque finalement qui m'a été confié. Voilà, donc j'ai énormément travaillé pendant ces 3 ans, vraiment la tête dans le guidon, quoi. Voilà. Mais un guidon très fleuri quand même, sympathique, quoi, parce que véritablement, j'ai cru que l'Algérie allait s'engager vraiment dans une perspective, enfin, d'un espèce de socialisme qui... personnel, algérien, effectivement. Quand je dis algérien, c'est-à-dire quelque chose qui allait
essayer de sortir vraiment l'Algérie de son marasme. Je suis arrivé à Constantine pour être médecin épidémiologue départemental. Et en même temps, comme il y avait un centre paramédical, je donnais des cours dans cette école. C'était quand même quelque chose, une idée extraordinaire, c'était prendre des gens qui avaient le niveau du CME1, CME2, leur donner une formation d'aide-soignant, leur apprendre les signes qui montaient la gravité d'une affection pour qu'ils l'évacuent immédiatement vers un endroit où on pourrait les prendre en charge, et en même temps leur enseigner les 20, 30, 50 médicaments qu'ils pourraient utiliser pour les symptômes que présentaient les personnes, pour les cas bénins, etc. Et ça c'était un peu à l'image de ce qu'on a appelé les médecins aux pieds nus de l'époque maoïste, c'était envoyer dans la campagne des petits médecins avec une toute petite formation, mais qui permettrait, dans une Algérie qui avait perdu la quasi-totalité de son personnel médical, c'était le désert complet. Là, je pourrais raconter au moins 2 anecdotes. L'une qui se passe à El Harouch, où il y avait un hôpital où il n'y avait qu'un infirmier dans l'hôpital, c'est tout. Et une autre anecdote que je n'ai pas vécue, mais qu'on m'avait racontée, c'est qu'un médecin, rencontrant le ministre de la Santé, dit au ministre de la Santé, « Monsieur le ministre, je n'ai pas le temps de voir les malades. » Et le ministre de lui répondre, « Ce qui est important, c'est que les malades vous voient. » Au lendemain de l'indépendance, le quart de la population algérienne, soit 2 millions de personnes, vit dans des camps de regroupement. Les difficultés vécues dans les campagnes provoquent l'exode de ces ruraux déshérités vers Alger. D'énormes bidonvilles se forment. L'habitat est aussi un véritable enjeu. Il faut repenser les formes de construction pour que naisse un homme nouveau. L'afflux vers les villes était constant. De temps en temps, Ben Bella, par exemple, prenait la décision de raser un bidonville. Alors, il y avait une opération comme ça un peu spectaculaire, mais le bidonville se recréait ensuite. Donc on devait tenir compte et du fait qu'on ne pouvait pas construire de logements neufs parce que ce n'était pas la priorité du gouvernement et que la véritable croissance urbaine, on ne pouvait pas la contrôler. On a proposé de mettre en place au moins les éléments fondamentaux pour l'hygiène, c'est-à-dire les adductions d'eau, la possibilité d'évacuer les eaux usées, des chaussées pour qu'on ne marche pas dans la boue, et puis laisser les gens ensuite construire comme ils le voulaient, dans des dimensions où on pouvait penser qu'ultérieurement, quand la situation économique se serait améliorée, on pourrait construire en dur des vrais immeubles. D'après les récits de voyageurs, il y avait très peu d'analphabètes en Algérie avant la colonisation, alors qu'à l'indépendance, ils sont 85%. On ne compte que 900 étudiants sur 9 millions d'habitants et un seul architecte algérien. La lutte contre l'ignorance est une autre priorité. À l'été 63 s'ouvre une vaste campagne d'alphabétisation. Et de nombreux enseignants français se rendent en Algérie, fiers de donner une image différente de la France, et bravant malgré eux une opinion publique majoritairement nostalgique des colonies perdues. Simone, jeune catholique, alsacienne, fait partie de ces Français qui ont répondu à l'appel lancé dans Témoignages chrétiens. Après avoir alphabétisé tout l'été 63 à Bellecour, elle fait le choix de revenir comme coopérante et retrouve là-bas Jean, lui aussi enseignant.
Il y avait énormément de résistance autour de nous, à commencer par la famille. Mais quelle idée tu as? Mais en tant que fille toute seule, mais où est-ce que tu vas? Mais vraiment, c'est une lubie. Enfin, tu reviendras très vite. Et puis, également, l'administration, j'ai été convoquée par l'inspecteur d'académie qui m'a dit, mais il n'est pas question que vous partiez, mais vous avez votre carrière ici. Et bon, partir, effectivement, ça, je me suis dit, bon, ben là, c'est vraiment, tu choisis la rupture, quoi. Tu choisis la rupture. Moi, je me souviens, dans une discussion avec un grand-père, bon, on était en désaccord complet, quoi. Je veux dire, ce qui dominait encore à l'époque sur la table de nuit, c'est l'image du maréchal Pétain ou des choses de ce genre. Attention, hein, on était dans un milieu où ces images-là ressortaient, nationalistes et tout. Et alors là, moi, je prenais une position idéologique diamétralement opposée, volontairement. Il y avait un besoin extraordinaire. Hein. Les enfants, il y avait beaucoup trop d'enfants pour les bâtiments scolaires, pour les écoles, si bien que les enfants allaient à l'école de 7h du matin à midi ou quelque chose comme ça. Et puis une autre vague d'enfants prenait les mêmes locaux l'après-midi. Alors voilà l'imaginaire de ces enfants, dessinés. Voilà, le bateau aux couleurs du FLN. Pierre, 20 ans, arrive en janvier 63 avec des convictions humanistes et anticolonialistes. Il est instituteur. Il y avait une soif d'apprendre, une soif de faire des choses que je n'ai jamais vues avant, qui était quelque chose de très touchant et de très fort. Et par exemple, un jour, j'ai puni un enfant et la punition était que je le convoquais chez nous pour lui faire 1 heure de travail supplémentaire. Donc on passait par toutes sortes de ruelles, de chemins pour aller de l'école à chez moi. Et j'y vais tranquillement. Puis quand j'arrive devant ma porte, qu'est-ce que je vois? Ma classe entière m'attend. Alors, mais qu'est-ce que c'est que ça? Je dis, mais qu'est-ce que vous faites là? Et en chœur comme ça, ils me disent, mais nous aussi on veut être punis. En plus et en dehors de son travail d'instituteur, Pierre met bénévolement en place, avec quelques amis, des cours du soir pour adultes. Cet enseignement mixte et gratuit attire de nombreux Algériens avides de connaissances. L'école du travail est née, reste à préciser son mode de fonctionnement. J'avais une grande curiosité de tout ce qui se passait partout dans ce pays complètement en train de naître. Et j'étais en particulier allé dans les grands domaines autogérés où ils avaient spontanément élu des comités de gestion choisis parmi les ouvriers les plus expérimentés et les plus sages. Alors, j'ai imaginé que certains élèves les plus brillants pouvaient devenir eux-mêmes enseignants et pourraient prendre le relais. C'était à la fois un exemple et ça pouvait devenir un modèle. Parce que ce qui était dans l'air en Algérie, c'était la volonté d'un monde nouveau, la volonté d'ouvrir toutes les portes et toutes les fenêtres, la volonté d'avancer vers l'expression de tout le monde. La parole était libre. Il y avait un ferment d'enthousiasme, simplement d'enthousiasme envers la vie, quoi. Je voyais des gens qui ménageaient pas leur peine, qui comptaient pas leur temps dans les différents métiers, puisque ce qui était formidable, c'était de pouvoir parler avec toutes sortes de gens qui venaient de tous les horizons. Les Français ne sont pas les seuls à se mettre au service de l'Algérie nouvelle. Ils ont pour compagnons de route des Bulgares, des Tchèques, des Cubains. Il est vrai que l'Algérie de Ben Bella, joyeuse, effervescente, est devenue le phare des progressistes. Elle attire les mouvements de libération du monde entier. Et des chefs d'État prestigieux viennent en visite. Nasser, Che Guevara, Tito.
Ben Bella rejoint les pays non alignés, qui constituent d'année en année une troisième force face aux deux grands blocs, impérialistes et soviétiques. En 1964, pour toute une génération, Alger devient le symbole de ce tiers-monde triomphant, de cet internationalisme porteur de tant d'espoir. J'étais extrêmement sensible personnellement à cette, à ce rayonnement attirant de l'Algérie vis-à-vis de ceux qui combattaient ailleurs pour leur liberté, c'est-à-dire les Africains du Sud, j'en ai connu quelques-uns. Par exemple, j'avais dans mon service 2 officiers portugais qui étaient de ceux qui ont fait la révolution des œillets, là, qui étaient, voilà. Donc c'était quelque chose qui, effectivement, pour des gens comme moi, je n'étais pas la seule, était quelque chose d'important dans cette Algérie nouvelle. On était dans la ligne de l'Algérie qui se voulait le champion des luttes d'indépendance et d'émancipation, y compris de certains un peu farfelus comme le mouvement de libération des îles Canaries. Mais j'ai eu une discussion récemment avec une copine qui, elle, disait « Nous, on était internationalistes. » Et j'ai dit « Oui, on était des touristes de l'internationalisme. » C'était qu'on avait des relations assez superficielles. Moi, j'ai l'impression, en vieillissant, que j'ai vécu de façon un peu extérieure à ça, en croyant être à l'intérieur. Les amis de l'Algérie nouvelle, si jeunes, si enthousiastes, tout à leur chantier, accordent peu d'importance au premier congrès du FLN, qui s'ouvre en avril 1964. Pour le FLN, l'enjeu est crucial. Il s'agit de confirmer le parti unique et de définir son idéologie, mais aussi de contrer les forces d'opposition qui s'organisent en Kabylie. Le FLN prône un socialisme spécifique, algérien, musulman. Et la charte d'Alger, votée à cette occasion, renforce le code de la nationalité de 1963, qui déjà fondait l'algérianité sur l'islam. Sous le discours tiers-mondiste, l'Algérie se révèle nationaliste. Pour moi, il n'y avait pas d'ambiguïté. Alors j'avais plein de choses que je voyais, mais qui rejetaient les séquelles du colonialisme. Voilà. Comment dirais-je, la manière dont ils se comportaient avec les femmes, la manière... Et puis moi, j'étais dans un milieu francophone, de pouvoir. Tout le monde parlait français. Mais quand il parlait arabe, il devait dire autre chose. Et pour moi, c'est terrible quand je dis victime et complice. Mais je dis surtout complice parce que j'aurais donné un petit langage révolutionnaire. Quand ils sont bien servis. Évidemment, nous, il y avait la bataille entre ceux qui étaient pour le socialisme et les autres. Et à cette époque-là, même quand j'étais à Constantine, il y a un livre qui est apparu de Chalian, son prénom, de Gérard Chalian, qui était intitulé « L'Algérie est-elle socialiste ?» Et il était remarquable, ce bouquin. Et il montrait que l'Algérie n'était pas socialiste. Et on était d'accord avec tout ce qu'il y avait dans ce bouquin, sauf qu'on voulait qu'elle soit socialiste. Ça correspond à la fois à la volonté de faire et en même temps à un relatif aveuglement. De même qu'on savait qu'il y avait de la torture du temps de Ben Bella. Mais on savait qu'il y avait une lutte et que cette lutte ne se faisait pas sans casser des œufs, etc. Et qu'on poussait pour que ce soit notre courant qui soit renforcé dans la société civile. Il y a eu un mouvement féministe plutôt progressiste et très actif pendant les premiers temps de Ben Bella. Mais si on était attentif, on pouvait comprendre qu'il ne fallait pas se laisser aller sur le flot comme ça. Il fallait se battre. D'ailleurs, c'est ce qu'elles ont fait en 1964, les femmes. Il y a eu cette manifestation magnifique. Alors, ne me dites pas, j'y étais pas.
Enfin si, j'y suis allée, mais moi comme toujours, je travaille trop. Alors je ne suis pas allée faire le défilé, quoi, comme ça. D'ailleurs, je le regrette beaucoup. C'est un de mes grands regrets. Mais enfin, là, ça a été une démonstration vraiment à la fois de force du mouvement féminin et aussi que les femmes étaient en train de comprendre que ça y est, elles étaient flouées. L'air de rien, le régime se durcit. À la tête de l'armée du gouvernement, Boumedienne est décidé à faire taire les opposants politiques qui dénoncent le manque de démocratie du régime. Enlèvement du communiste Boudiaf, encerclement des maquis de Kabylie et arrestation de leur leader berbère Aït Ahmed en octobre 64. Ben Bella appuie toutes ces initiatives militaires. Les amis de l'Algérie nouvelle continuent de s'investir pour l'Algérie. En cette année 64, Jean-Marie ouvre une école d'art dramatique. Charles bataille toujours pour l'urbanisme à Alger. Quant à l'école du travail de Pierre, on y dénombre désormais 50 enseignants et 1100 élèves. Le ministère décide alors de l'institutionnaliser. Peu de temps après, Pierre se trouve dans une situation délicate. La maison est cernée par des hommes en armes et on me dit on va venir vous chercher demain matin et vous allez être emmené chez le commandant du corps urbain. Et alors le lendemain matin, j'arrive dans le bureau d'un jeune monsieur. Il désirait s'approprier cette maison pour sa famille et il se servait de moyens policiers pour essayer ça. Donc je me suis rendu compte que un chef de la police d'Alger pouvait commencer à avoir assez d'arrogance pour se permettre d'embrouiller quelque chose qui était pourtant extrêmement clair. Et tout cela signifiait que le Ben Bella ne tenait plus le pouvoir qu'il avait tenu jusque-là. Un conseil de la Révolution a été créé. Il a pris toutes les dispositions pour assurer dans l'ordre et la sécurité le fonctionnement des institutions en place et la bonne marche des affaires publiques. Et le dénoncer. Par ailleurs, il était surtout nécessaire d'agir en mettant un terme à cette situation dramatique. Nul ne peut prétendre incarner seul à la fois l'Algérie, la Révolution et le socialisme. À les exploiter cyniquement à des fins personnelles et au détriment de l'intérêt supérieur du pays. Le terme putsch est un terme tout à fait impropre. Je dis bien tout à fait impropre parce que sur le plan des options, la révolution continue. Elle doit plus que jamais continuer. Au lendemain du coup d'État, opéré le 19 juin 65 par le colonel Boumedienne, les Pieds Rouges, perçus comme des adversaires politiques, subissent la répression. Pierre, qui est constamment surveillé, décide de quitter l'Algérie. L'école du travail disparaîtra peu après. Alors que le ministre de la Santé a été arrêté, Annette se cache durant 6 semaines avant de parvenir à s'enfuir. J'étais extrêmement triste. D'abord, j'étais triste pour l'Algérie, parce que je savais ce que c'est, que je connaissais Boumedienne, je connaissais très bien Bouteflika aussi, très bien. Et donc, je n'étais pas très rassurée pour l'avenir de l'Algérie, franchement pas. Mais bon, moi, j'ai fait ce que j'ai cru devoir faire, et je n'ai jamais eu d'amertume, non. Boumedienne, je pense qu'il est arrivé au bon moment pour limiter certaines choses qui auraient pu s'aggraver avec Ben Bella. Bien sûr, la façon dont il est arrivé en faisant un coup d'État militaire, c'était choquant. Il représentait tout d'un coup, par rapport à une liberté précédente, à une certaine anarchie aussi précédente, un peu trop d'ordre. Et on savait que c'était les militaires qui, là, s'imposaient avec lui. Or,
on a toujours un peu d'inquiétude quand on se dit que c'est les militaires qui commandent. Je me souviens de manifestations pro-Ben Bella, anti-Ben Bella au moment du coup d'État. Des femmes en particulier, j'étais extrêmement étonnée de trouver dans la rue des femmes voilées qui manifestaient. Dans un sens ou dans l'autre, j'avoue que je n'avais pas pensé que les femmes de mon quartier étaient aussi engagées. Après la stupéfaction, c'est le temps des protestations. Mais durant des semaines, la police militaire opère de grandes purges et tous les opposants de Boumedienne sont arrêtés. La plupart des pieds rouges, prenant acte de leur vulnérabilité et de leur impuissance, fuient le pays. Jean-Marie, qui lui avait pris la décision de rester pour accompagner sa promotion d'élève, est interpellé 2 mois après le coup d'État. J'ai reconnu qu'on m'a emmené à la sécurité militaire. Et c'est là que j'ai été interrogé longuement. Et bon, j'ai pris quelques gifles, j'étais attaché sur un tabouret, puis voilà. Mais c'est à partir du moment où qu'ils m'ont demandé, ça je m'en souviendrai tout le temps, qui peut répondre de vous en Algérie? Alors je dis, ils avaient des renseignements, ils savaient aussi que j'avais des rapports avec un attaché commercial russe, bon, peu importe. Là-dessus, ils me disent, je dis, votre président, le colonel Boumedienne, là-dessus, 2 grandes paires de gifles, pourquoi pas le pape, pour un Français, bon, etc., connerie. Je me dis, moi, je me suis trompé. Alors, je me remets sur mon petit tabouret. Mais il y a d'autres personnes. Et je dis, bien sûr, il y a Bouteflika. Alors, 1 paire de gifles, parce qu'il était à ce moment-là, je ne sais plus, en déplacement en Asie. Putain, je me dis, je suis mal parti, là. Et, je dis, si, il y a mon petit frère. Ah, pourquoi? Tu as un petit frère en Algérie? Je dis oui. C'est Jamel, Chérif Belkacem, qui était ministre d'État. À ce moment-là, on me laisse tranquille. Avec Boumedienne, le socialisme est maintenu, mais le caractère militaro-autoritaire de l'État s'accentue. La coopération franco-algérienne n'est pas pour autant remise en cause. En juillet 65, les 2 pays signent un nouvel accord. Austère, mystérieux, déterminé, Boumedienne est un centralisateur. On dit qu'il veut faire de l'Algérie la Prusse du Maghreb. La révolution industrielle, proclamée priorité des priorités, doit permettre d'opérer très vite le décollage économique du pays. Symbole de cette nouvelle politique, le complexe sidérurgique d'El Hadjar est une grande fierté. On applaudit le miracle algérien. Muté à Alger dans un service antituberculeux, Paul, comme de nombreux coopérants, approuve cette nouvelle révolution industrielle censée consolider l'indépendance économique et politique du pays. Le pétrole, pour nous, c'était la chance de l'Algérie. Et à l'époque, il y avait l'idée d'industrie industrialisante. C'est-à-dire qu'à partir des ressources pétrolières, il fallait construire une industrie lourde. C'est la SNS, la Société nationale de sidérurgie à Annaba, ex-Bonn. C'est toute l'industrie qui découle du pétrole, liquéfaction du pétrole, fabrication d'ammoniac, etc., de façon à donner à l'Algérie les bases d'une industrialisation légère. Et par exemple, je pense quand on a vu les premières robes fabriquées en Algérie, qui sont un printemps en Algérie, avec des petites marguerites de toutes les couleurs, etc., on était époustouflés. Enfin, l'Algérie produisait des choses que les Algériens achetaient, etc. Et c'était ça. Et ensuite, ça devait aider au développement de l'agriculture. Alors, moi, j'ai collé à ça à 100%. On était dans le mythe. J'avais l'impression que, toujours dans mes histoires un peu utopiques, que l'industrialisation de l'Algérie était une chose importante, que ça allait faire aussi un homme nouveau.
parce que tous les ingénieurs qui avaient été formés en France, qui étaient des Algériens, que l'industrialisation de l'Algérie allait peut-être sortir l'Algérie de ses vieux marasmes, qui allait peut-être encore avoir un homme nouveau. Parallèlement à la révolution industrielle, Boumedienne s'attaque à la révolution culturelle. Afin de remédier à la déculturation des Algériens, il opte pour le retour aux sources, c'est-à-dire l'arabisation. Désormais, les cours des écoles primaires se font entièrement en arabe. Du coup, les tensions entre Algériens francophones et arabophones s'exacerbent. En 1967, la guerre des 6 jours qui oppose Israël et l'Égypte révèle les décalages culturels à l'œuvre. Quelque chose bascule alors. L'atmosphère jusqu'ici fraternelle devient plus soupçonneuse. Désormais, les Français sont moins bien acceptés, suspectés parfois de néocolonialisme. Après s'être mariés à Alger, entourés de leurs amis français et algériens, Jean et Simone s'interrogent sur leur avenir. On était perçus comme étant des gens d'Europe, de l'Europe. Oui. Alors qu'avant, on était des Français de France, mais on était en Algérie, on travaillait en Algérie, il n'y avait pas de problème. Mais là, on s'est senti vraiment pas dans notre pays. Et puis, il est quand même arrivé un moment où... pas trop comment dire, mais on était un peu lassés, quoi. On se dit, non, il faut mieux qu'on quitte, avant de devenir vraiment plus sévère encore, quoi, pour l'évolution de ce pays qu'on aime, quoi. On s'était engagé dans le sens de notre idéal, et notre idéal, c'était un changement, un autre monde, auquel on croit encore, d'ailleurs. On a encore gardé un peu de naïveté, tant mieux. Mais on revendique ça. C'était une belle période de notre vie, quoi. Tandis que certains Français désenchantés quittent l'Algérie, d'autres n'abdiquent pas. Licencié du Théâtre national algérien, Jean-Marie rebondit en s'investissant dans l'aventure de la Société nationale de sidérurgie. Quant à Charles, écarté d'Alger, il va se rabattre sur l'urbanisme des alentours. Au début des années 70, le pouvoir utilise la religion comme une arme pour contenir la progression des mouvements laïques et démocratiques, portés par les étudiants et les berbères. L'enseignement de l'islam devient obligatoire dans les écoles primaires. Les mouvements intégristes, eux, se ramifient de manière souterraine. Les Français de France réalisent peu à peu le changement de mentalité. Ils se découragent, d'autant qu'on leur reproche souvent d'occuper des postes qui devraient revenir aux Algériens. À ce moment-là, on va me dire non, c'est fini, monsieur Wachofen, vous partez. C'est plus vous qui avez la direction de cette agence. Et puis, pour un certain nombre de raisons, notamment mes enfants commençaient à être assez âgés pour aller à l'école. Il fallait savoir s'ils étaient scolarisés dans une école en arabe ou en français. J'avais également, ça faisait un certain nombre d'années que j'étais là. Et j'ai dit, on n'a plus besoin de moi, je m'en vais. Et beaucoup de gens qui s'étaient engagés sont partis. Je ne peux pas dire qu'il y a eu une désillusion réellement, comme à un certain moment j'ai pu le penser. Non, je pense que dès le départ et jusqu'à la fin, moi j'allais là-bas et j'ai vécu ça comme une expérience, bien sûr, et une expérience dans laquelle il me semblait qu'il y avait, et pour moi, quelque chose que j'apprenais, qui m'enrichissait, et dans un pays qui était en train de, jusqu'en 1970 en tout cas, de se développer, qui avait peut-être des dérives, mais qui était quand même sur la voie de réussir.
Charles est parti en 70 à Strasbourg, où on lui confiera des études sur les immigrés. De leur côté, Paul et Anne Auriol ont rejoint Paris en 72, où ils batailleront pour la carte unique des étrangers. Quant à Jean-Marie, il n'est rentré à Grenoble qu'en 81, après l'élection de François Mitterrand, décrétant « La République est enfin restaurée ». En tournant les yeux vers l'autre rive de la Méditerranée, j'ai rencontré des hommes et des femmes libres, idéalistes, enthousiastes, engagés aux avant-postes d'un beau rêve de solidarité universelle qui s'est fracassé contre le mur de la réalité. Une réalité qui préfigure ce qui adviendra. Le code de la famille, le succès du mouvement islamiste, les années noires de la guerre civile. Le combat des amis de l'Algérie nouvelle s'est-il heurté à la candeur de la jeunesse et à l'urgence de l'action ? Leur aurait-il fallu mieux saisir les rancœurs et les désirs d'émancipation accumulés au fil du temps ? Que devient-on lorsque la réalité contrarie ses plus beaux rêves et vire au fiasco ? Moi, je pense que si on n'est pas militant de quelque chose, on n'a jamais vécu. Ça veut dire que dès qu'il y a quelque chose qui naît comme ça, qui porte les gens en dehors d'eux, c'est extrêmement important, je pense, pour la vie individuelle des gens. Donc moi, je n'ai pas arrêté d'être une utopiste. Et je m'en porte pas si mal que ça, finalement. Voilà. Donc, je crois même que c'est nécessaire. S'il n'y avait pas l'utopie, il y aurait la stagnation et peut-être même le recul. Donc, moi, je suis pour l'utopie. Oh, vous m'emmerdez. J'y croyais. J'y crois toujours. Mais vous me semblez presque utopiste aussi. J'espère que vous allez repartir joyeusement désespéré.